Pétition pour que l'Alliance crée une loi qui autorise Claude à frapper un noble de Leicester par réunion. Je pense qu'en plus de faire bouger les choses plus vite, ça sera thérapeutique pour lui. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo faite à l'arrache en attendant que je sorte la vidéo d'Hilda qui, je l'espère, sortira au moins un jour avant qu'elle ne soit rendue entièrement obsolète par la sortie de Sweet Hopes, nous allons revenir rapidement sur la démo du jeu en question. Je ne vais pas vous faire de grands détails avec retour détaillé, on va juste rapidement mentionner le scénario, ce que j'ai pas aimé et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette démo. Ça se trouve, le jeu final me fera manger mes mots et mes morts, mais en tout cas, voilà mon retour sur la démo. Niveau scénario, le jeu semble pour l'instant beaucoup se présenter comme un « et si ». Et par là je veux dire « et si les délégués étaient tombés sur un mercenaire random dans les bois avant d'arriver à Remayer et du coup ne rencontraient jamais Byleth ». Bien sûr, notre protagoniste n'est pas entièrement random et on en reparlera, mais pour l'instant l'histoire ressemble vraiment à ça. Par ailleurs, notre nouveau protagoniste étant quand même apparemment moins important que, oh je sais pas, la réincarnation de la déesse, ses décisions ne donnent pas la sensation d'influer ce qui se passe, et donc j'ai pour l'instant eu la nette sensation que les différents scénarios se jouaient en parallèle au lieu d'être des histoires parfaitement distinctes. Ça pourrait bien entendu venir à changer à l'avenir, mais c'est la sensation que m'a donnée la démo. Pour ceux qui craignent que, comme dans Three Houses, on joue majoritairement la même histoire avec juste des ordres ou des sens différents en fonction de la route, je dirais que pour l'instant, l'histoire change radicalement dès le chapitre 3, avec chaque faction qui doit régler un problème à domicile. Et on rentre dès maintenant dans les spoilers, mais très clairement, ça a des chances de continuer comme ça parce que l'ellipse se déroule cette fois après le chapitre 3. Et il est clair que chaque faction n'aura pas la même trajectoire. Passons dorénavant à ce que je n'ai pas aimé avant de repasser sur le positif. Le jeu montre un profond favoritisme pour les aigles de G et une sacrée discrimination envers les cerfs d'or. Et pour vous donner une idée d'à quel point c'est évident, sachez que je n'ai pas joué les aigles de G et que pourtant c'est évident. En plus d'avoir leur mouille sur les tutoriels, ils possèdent de base une unité de plus puisqu'on peut voir Monica sur les tutoriels en question, ce qui signifie qu'ils gagnent une unité de plus que les autres classes par défaut, c'en est au point que notre professeur dans le jeu, Iritsa, les rejoint lors du chapitre 3 quelle que soit votre classe. De l'autre côté du tableau, les cerfs d'or ont une fois de plus tiré la courte paille, puisque la première unité à vous rejoindre, Shamir, en plus d'avoir un gameplay déjà plus qu'assez présent parmi vos élèves, ne possède littéralement aucune conversation avec qui que ce soit qui n'est pas vous et semble donc servir à la décoration. En comparaison, l'unité que les lions saphirs reçoivent est autrement plus intéressante et je suis prête à mettre ma main à couper qu'il en va de même pour la 3ème classe. Ensuite, je me plaindrai pour le moment d'une absence totale d'interaction entre les différentes maisons. On ne se promène jamais vraiment à Garagmac, on ne rencontre jamais les élèves des autres maisons. Pour donner une idée, je n'ai même jamais vu Bernadetta puisqu'elle ne se trouve pas au camp du début. Si ce jeu tente de refaire le coup de retrouvailles d'anciens camarades sur le champ de bataille comme il l'avait fait de manière splendide avec Gronder, ça risque de tomber totalement à plat. De même, un quelque chose que je trouvais qu'il manquait au jeu de base était des conversations intermaisons entre des personnages qui, je trouve, auraient beaucoup à se dire, comme Sylvain et Claude, ou Hilda et Félix. Ici, ces interactions sont encore réduites puisqu'on n'a aucun recrutement et que les personnages sont donc réduits à discuter avec leur propre maison. Bien sûr, cela peut être amené à changer à l'avenir, mais pour l'instant c'est une exception de ce côté. Ensuite, ce n'est pas entièrement négatif, mais forcément, le gameplay me plaît moins. C'est le principe des jeux type Warriors, ça devient vite répétitif malheureusement. Mais le gameplay reste abouti et mieux foutu je trouve que dans le précédent jeu Warriors. Pour poursuivre, on a un très triste manque d'église de ces héros qui continue d'être la seule faction à se faire baiser encore plus que les cerfs d'or par les créateurs. Je n'ai rencontré ni Flane, ni Catherine, ni Cyril, Rhea et Cétès sont limités à une cinématique et demie, et j'ai déjà parlé de l'arnaque Shamir. Les pauvres n'ont même pas droit à un nouveau design. J'ai juste l'espoir que la cinématique d'intro soit un bon présage, qui montre qu'on en apprendra plus sur les Nabatéens, car je les aime du plus profond de mon cœur et j'espère sincèrement qu'ils seront mieux traités par la narration cette fois-ci. Et pour conclure avec ce qui ne m'a pas plu, si vous avez vu ma vidéo sur les leitmotivs, vous comprendrez. Maintenant passons à ce que j'ai beaucoup aimé. La cinématique d'intro. Ouais bon, avec ce que je viens de dire, ça va pas surprendre, j'adore les Nabatéens, j'en veux plus à leur sujet, donc forcément, cette cinématique qui nous montre de jeunes Flane et Cétès, ainsi que Macule et Index sur le champ de bataille, qui nous montre d'ailleurs que les Nabatéens étaient donc tous blonds auparavant, un mystère qui jusque-là planait quant à ces héros, voilà qui nourrit ma curiosité et je prie vraiment pour qu'on passe plus de temps avec eux. Ce petit moment après la cinématique d'intro où,
Après le genre et le nom de notre personnage, on nous demande ceux de Byleth, et où le jeu nous met en présélection automatiquement le genre et le nom de notre partie en cours sur Three Houses. Effet frisson garanti lorsque vous vous retrouvez face à votre propre pseudo pour la personne qui sera votre rival et adversaire dans le jeu. Le passé de notre personnage et d'Arval, notre compagnon mental, est très intéressant. Plus d'une chose semble sous-entendre que nous avons un lien avec les serpents des ténèbres, ce qui leur donnerait possiblement enfin une caractérisation autre que « méchant très méchant méga méchant », je veux dire c'est quand même écrit sur notre gueule. Néanmoins, ce ne sont que des suppositions, d'où le fait que je me permette d'en parler sans prévenir spoilers. En revanche, à partir de maintenant, je vais totalement spoiler ce qui se passe dans cette démo. Donc je vous laisse 10 secondes pour partir, si vous voulez garder la surprise de ce qui se passe pendant les 3 premiers chapitres et demi de l'histoire. À partir du chapitre 3, les histoires varient radicalement car nous nous retrouvons à nous charger de conflits localisés qui entraînent de grands changements auprès de nos personnages. Ces grands changements et l'absence de Byleth impliquent que lorsqu'on retrouve nos personnages 2 ans plus tard, ceux-ci ont eu un développement entièrement différent de celui qu'ils ont eu dans Three Houses. On peut notamment remarquer un Claude beaucoup plus fatigué et incertain, mais également avec une volonté assez différente de celle de Three Houses. Il n'a pas son plan de secours, qui est de tourner les têtes vers le professeur pour que les seigneurs de l'Alliance s'unissent sous ses bannières. Il doit donc à la place les faire lui obéir à lui. Mais son âge et son passé flou, en plus du côté égoïste et opportuniste des seigneurs, lui rendent la tâche particulièrement difficile. Et même s'il est clair que ça le mine, il sait néanmoins qu'il peut parvenir à ses fins. On constate également qu'il envisage des plans un peu plus retors que dans le jeu d'origine, même s'il n'est pas sûr de les mettre à exécution, pour cette exacte raison. Chez les Lions de Saphir, on remarquera notamment Félix, qui se retrouve duc Fraldarius à 17 ans, et qu'on retrouve donc 2 ans plus tard beaucoup plus calme et poli qu'il ne l'est jamais dans Three Houses. Certes, il a toujours son tempérament et sa difficulté à être honnête avec ses émotions, mais on le voit avoir une longue conversation civile avec son père, et il montre beaucoup plus de respect à Dimitri, au moins en public. En revanche, il est très amusant de voir Sylvain le houspiller parce qu'il s'est montré imprudent, puisque dans Three Houses, c'est exactement l'inverse qui se passe. De même, malgré un léger débat à ce sujet, Félix reconnaît que Sylvain a raison, quelque chose qu'on aurait bien eu du mal à le faire admettre dans Three Houses. Cela peut s'expliquer au fait qu'avec 2 d'entre eux maintenant à la tête du pays, les jeunes Lions de Saphir ont une vision beaucoup plus claire de l'importance qu'ils ont pour le pays et ont gagné une maturité qui est très différente du désespoir qui les animait dans le jeu de base. On remarque également Dimitri, qui ne donne pas l'impression d'être sur le point de craquer à un seul moment et qui réfléchit grandement avant de choisir de partir en guerre contre l'Empire, basant ses décisions sur des facteurs aussi bien politiques que sociaux et économiques, et sans jamais une seule question de vengeance. Finalement, le seul véritable indice qu'on a quant à la part d'ombre de notre jeune roi a à voir avec l'oncle de Dimitri, qui a commis bien des actes atroces à l'encontre de son neveu, en grande partie parce que celui-ci le terrorise. Reste à voir comment Three Hopes utilisera cette part d'ombre. Vient ensuite le world building, le lore, l'univers, tout ça. Three Houses avait déjà un univers très poussé, surtout comparé au reste de la franchise, mais il est vrai qu'il se concentrait énormément sur notre personnage et sur son lien avec la déesse, ainsi que sur l'église en elle-même. La route des Serres d'Or est par plusieurs considérée comme la plus aboutie, parce que c'est la seule à vraiment nous fournir une réponse sous tous les plans. On apprend aussi bien l'histoire du professeur que celle de Rhea, et en fin de compte, de Faudlan dans son intégralité. C'est la seule route à faire tout ça. Mais il est vrai que ça se limitait un peu à ça, et aux discussions sur la pauvreté et les conditions de vie difficiles de Fargus, ou des nobles véreux de Leicester. Ainsi que quelques événements qui ont marqué l'histoire comme l'insurrection des Sept. Eh bien, Three Hopes semble bien décidé à plonger beaucoup plus profondément dans ce monde fascinant, notamment en nous faisant rencontrer bien des gens mentionnés mais jamais rencontrés dans le jeu d'origine, ainsi qu'en nous expliquant des tas de choses sur l'univers. En plus des écrits qui nous détaillent avec plus d'attention l'économie et certains lieux importants de chaque région, nous avons des invités de marque. Du côté des Lions, nous rencontrons l'oncle de Dimitri, bien sûr, mais aussi le père de Sylvain. Nous apprenons également que Rodrigue est marié, certes on s'en doutait avec ses 2 fils, mais surtout que sa femme est vivante et gère le duché en l'absence de Félix. Sachant que sa femme n'est jamais mentionnée du jeu de base, j'avouerai que je pensais qu'elle était morte. Mais encore plus intéressante de mon point de vue, du côté de l'Alliance, nous rencontrons enfin, pour commencer, le tant mentionné mais jamais rencontré, Holst Goneril, qui s'engueule avec Nader comme un vieux couple, donnant déjà plus l'impression d'être des rivaux amicaux que de vrais ennemis, ce qui fait un joli prélude au fait que dans Vent Émeraude, Claude arrive à les faire devenir amis. On rencontre également le père de Lorenz, qui a la même coiffure que Lorenz après l'ellipse de Three Houses et c'est profondément perturbant. Après avoir été très déçu par Three Houses de ce point de vue-là, j'espère que ce jeu me permettra de le tabasser. De préférence avec Raphaël. Ce serait très plaisant. Néanmoins, le plus intéressant de ces nouveaux arrivants pour moi est de très loin le prince Shahid d'Almira. Les frères de Claude, ou plutôt de Khalid, ne voient jamais leur existence ne serait-ce que sous-entendue dans le jeu de base. C'est lors d'interviews qu'on a entendu parler d'eux pour la première fois, ainsi que du fait qu'ils s'affrontent pour le trône. Shahid est vain et superficiel, il souhaite impressionner son père,
craint clairement les manigances de son petit frère alors qu'il ne l'a plus vu depuis que celui-ci avait genre 15 piges, et surtout, il a les maniérismes de Lorenz. Sérieusement, c'est les mêmes animations, c'est le même genre d'expression faciale, et même sa façon de parler ressemble. Je visualise tellement le pauvre Claude qui quitte enfin ce frère à l'attitude précieuse et arrogante qui le méprise, tout ça pour se retrouver face à Lorenz. Je veux un millier de fanfics sur ce principe. En tout cas, Shahid doit avoir de gros soucis d'un point de vue reconnaissance physique parce qu'il ne reconnaît pas son frère, même s'il mentionne en effet que Claude lui fait beaucoup penser à celui-ci, et que ça lui donne très envie de le tuer. La réponse de Claude étant de lui tirer d'autres flèches, il semblerait que le sentiment soit mutuel. On note tout de même ce moment où Claude renonce à tirer lorsque Shahid bat en retraite, même s'il le justifie en disant que tuer un membre de la royauté almiroise impliquerait d'avoir toute l'armée qui vienne le venger, il ne serait pas étonnant qu'il ait tout de même hésité à tuer ainsi son propre frère, qu'importe leur conflit. En tout cas, cette réunion de famille compliquée est de loin ce que j'attends avec le plus d'impatience dans le jeu final. Enfin, pour conclure avec autre chose que du scénario, on va parler du principe de camp et de carte de guerre que je trouve pour le coup très bien foutu. Un système de tutorat et d'examen de classe n'aurait pas fonctionné dans ce jeu, donc à la place, nous avons un camp de guerre où nous pouvons faire diverses choses comme cuisiner pour les gens, des corvées, s'entraîner, et changer de classe grâce à un arbre en fonction de celle que vous avez maîtrisée en combat ou en entraînement. Le fait de pouvoir améliorer les bâtiments et donc améliorer ses activités et probablement en débloquer d'autres est également très prometteur et j'ai hâte de voir ce que le jeu nous réserve à ce sujet. Voilà, j'ai terminé, c'était donc un retour rapide sur la démo de Fire Emblem Three Hopes qui sort le 24 juin. Merci beaucoup à ceux qui auront regardé cette vidéo très éphémère qui sera obsolète dans quelques jours à peine, mais j'avais très envie de la faire. Oh et pour conclure, le gameplay Dimitri après l'ellipse est profondément jouissif. Voilà, bonne continuation à tous!